bonjour, bonsoir à tous. On n'est pas en live, on est en différé. On n'est pas sur la chaîne Twitch de NDFlex, on est entre nous. On est entre nous. Sur une plateforme quelconque sur laquelle on diffusera ce podcast. Peut-être que vous êtes sur le site ndflex.fr. Sur Netflix, qui existe. sûrement. Sur Netflix, pas encore. Non mais si, Par contre, sur Spotify. Sur Spotify, on est dessus. Je crois qu'on même que les... Bref. Ouais, on est quelque part. Vous êtes sur une plateforme, vous écoutez ce podcast, Droit du travail, by NDFlex. Je suis Adrien et je suis avec Adam. Salut Adam. Salut Adrien, salut tout le monde. Ça va? Ça va et toi? Bah ça va super. En forme. Adam nous fait le plaisir d'être là à Paris de manière très exceptionnelle parce qu'il est exilé fiscal à Dublin. Il nous explique que c'est pour le travail. Oui. Facebook et Google aussi, ils sont en Irlande pour le travail. Et pour ce live droit du travail, on est avec des experts en droit du travail. On pensait que c'était plus pertinent que nous parler de droit du travail parce que moi, j'y connais pas grand-chose et Adam... Rien du tout, rien du tout, voilà, donc c'est pas très loin de moi. Voilà. Donc on a avec nos deux experts du cabinet Alchemist Avocat, Élise et Félix. Salut, on est super contents d'être là. Et bah, on est super content de vous avoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venus. Du coup, le but c'est qu'on parle de droit du travail. Donc vous êtes tous les deux avocats, spécialistes en droit du travail. C'est ça. Félicitations. Moi j'ai suivi un cours de droit du travail. Je crois que c'était en L3. J'ai eu 15 à mon partiel. J'ai jamais eu de cours de droit du travail. C'est vrai? Je me suis mise sur le tard. De toute façon, c'était pas très compliqué. Vous connaissez sûrement, peut-être, Élise ou Élix du cabinet Alchemist, parce que vous êtes rendu un peu célèbre sur les réseaux sociaux, même dans la presse. J'ai vu un article sur toi, d'ailleurs, sur Le Point, je crois, qui disait Élise Fabing, la terreur des patrons toxiques, des managers toxiques, l'avocate... Le bras armé du compte Instagram Balance ta startup et Balance ton agency, qui sont des super comptes Insta. Si vous ne connaissez pas, foncez, c'est vachement bien. Qui relaient des témoignages sur les startups. Bref, c'est génial. Et donc, Élise et Félix, avocats spécialisés en droit du travail. Bah, du coup, je lâche la parole et je vous laisse vous présenter tour à tour. Alors, moi, je suis avocate engagée dans la défense des salariés. Donc, je ne défends que des salariés. Et Félix aussi, puisqu'il travaille avec moi. Et j'ai aussi écrit un bouquin qui s'appelle Le manuel contre le harcèlement au travail, qui est à destination des salariés. Parce que c'est vrai que ce qui me frappe à chaque fois, et on a fait beaucoup de live avec les comptes Balance, et j'ai vraiment essayé de faire de l'accès au droit, c'est militant. Et en fait, personne n'y connaît rien. Alors que le droit du travail est super sexy et que... c'est vraiment pas chiant, on peut tous s'y mettre et ça permettrait, si les salariés étaient au courant de leurs droits, de rééquilibrer un peu le rapport de force entre eux et leur employeur. Donc c'est super de faire des lives comme aujourd'hui en droit du travail. Et je me suis rendu compte aussi que ça avait du succès parce que avec Balance ta startup ou Balance ton agency, on avait des lives à plus de 1000 personnes. Yes. Donc c'était complètement le bazar. Là, c'est vachement bien d'être quelque part sur une plateforme nulle part parce qu'on a moins de questions du coup. Voilà, et Félix, je laisse te présenter. Ouais, Félix, j'ai rejoint Alchemist assez récemment. C'était pas gagné parce que j'ai commencé pendant plusieurs années à être dans des cabinets d'avocats qui conseillaient exclusivement des employeurs. Yes. Voilà. pendant 4 ans. Et puis j'ai décidé récemment de changer d'orientation et de rejoindre Élise, de rejoindre Alchemist et de défendre exclusivement des salariés maintenant, essayer aussi de conseiller des syndicats, des CSE, des comités d'entreprise. Génial. Et je suis super content. Est-ce que c'est vraiment un métier différent quand on est avocat en droit du travail de défendre des salariés ou des entreprises? Parce que moi, alors pour l'anecdote, je raconte un peu ma life, mais le premier appart que j'ai eu à Paris, c'était un tout petit studio. Ma propriétaire, je commençais à échanger avec elle particulier à particulier, a été adorable, était très sympa, et un jour elle m'écrit depuis une adresse Gibson Dunn. Pour ceux qui ne connaissent pas, Gibson Dunn, c'est un très très gros cabinet d'avocats anglo-américain, un cabinet d'avocats d'affaires. Et donc je dis, ah, vous êtes avocate? Elle m'a dit, oui, je suis avocate en droit social. Ah, génial et tout, vous faites quel type de travail? Et en gros, clairement, elle travaillait pour des plans de restructuration, donc des plans de licenciement massifs. Mais au-delà de ça, elle était très sympa. Du coup, est-ce que c'est vraiment un métier différent de conseiller les entreprises, de défendre des entreprises et de défendre des salariés quand on est avocat en droit du travail? C'est Félix qui va répondre parce que moi j'ai toujours défendu des salariés. Non, de manière assez évidente, le code du travail il est le même, les règles sont les mêmes. Maintenant, ton activité au quotidien, elle va être nécessairement très différente. Ouais.
Du côté employeur, tu as toute une partie qui est peut-être plus importante, qui est une partie de conseil, où tu interviens un peu en amont, tu aides les directions juridiques, les ressources humaines, quand ils viennent te voir et qu'ils ont un problème en droit du travail avec un salarié. Et puis après, tu as aussi une partie plus judiciaire lorsqu'il y a un contentieux qui arrive. Du côté des salariés, il y a quelque chose de plus... Alors, il y a toujours cette partie conseil en amont, parce qu'on ne fait pas que se présenter au conseil de prud'homme et défendre des salariés dans un cadre judiciaire. Mais c'est plus présent, il y a plus un côté défense de personnes que conseil d'une entité. Je pense que c'est ça, enfin, en tout cas pour moi, la plus grosse différence. Élise, j'ai plein de questions préparées, mais là, rien que d'entendre les présentations, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Tu as parlé d'un truc au tout début en disant que un de tes combats militants, c'était un peu de régler le problème d'accès au droit, Ouais. Que les gens ne connaissent rien de rien en droit du travail. C'est sans doute vrai. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Il y a un vrai problème d'accès au droit en France? Oui, et pour la petite anecdote, je conseille énormément de DRH qui se font licencier ou qui négocient leur départ. Et même eux, ils n'ont pas forcément les réflexes précontentieux pour préparer leur dossier. Et donc, si même les DRH, même les gens qui viennent me voir, qui sont plutôt des cadres, tu vois, qui ont fait plein d'études, parce que je suis à Paris et parce qu'il y a un problème déjà d'accès à l'avocat, quid de tous les autres? Ouais. Et c'est vrai que même, tu vois, il n'y a pas très longtemps, j'ai une cliente qui était victime de harcèlement sexuel. Et tu voyais ses textos, n'importe qui pouvait lui dire qu'elle était victime de harcèlement sexuel. Mais elle avait besoin que moi, je lui pose un diagnostic. Parce que tu as une phase de déni, parce que c'est encore une honte sociale aussi de morfler au travail, de ne pas être heureux, épanoui. Et a fortiori quand c'est des questions de harcèlement sexuel, j'imagine. Ouais. Mais harcèlement moral aussi, licenciement aussi, c'est très compliqué à assumer. Donc le fait de libérer la parole et de donner de l'information juridique, c'est fondamental et c'est vrai que c'est ce que les comptes ont réussi. Vous aussi, à votre manière, vous le faites en faisant de l'humour sur toutes ces situations de travail parfois absurdes. Mais c'est bien parce que tout ce qui peut donner de la visibilité à cette cause-là est ultra important parce qu'on a des statistiques de Maboul sur le mal-être au travail. Tu as 30% des salariés qui s'estiment victimes d'agissements toxiques de leur employeur. C'est dingue, ça fait 8 millions de personnes. Tu as 32% des femmes qui s'estiment victimes de harcèlement sexuel au travail. Tu as encore utilisé un terme que j'ai trouvé intéressant, celui de réflexe précontentieux. Quand on est salarié, c'est quoi un bon réflexe précontentieux à avoir? Alors, c'est susciter l'écrit, constituer tes preuves, tes éléments. Parce qu'en fait, il y a une erreur classique qui est faite par les salariés, c'est d'aller voir leur RH pour tout leur déballer en disant je vais trouver une solution. Là, j'en peux plus, je vais voir mon RH parce que je vais au boulot avec la boule au ventre. Et ça, c'est hyper mauvais parce que dans pas mal de cas, enfin les cas qui viennent chez moi, je ne sais pas que c'est dans tous les cas, moi j'ai un prisme forcément particulier puisque les gens viennent me voir quand ça va pas. Mais bien, ils se font virer en fait. Avant d'avoir fait une alerte écrite, il n'y a pas de preuve. Et du coup, c'est compliqué. Donc un dossier, ça se travaille. Donc il faut laisser un maximum d'écrit et d'oral aussi parce que tu as une jurisprudence intéressante d'il n'y a pas très longtemps qui permettrait d'utiliser au civil les enregistrements. Et ça, pour les victimes notamment de harcèlement sexuel, de harcèlement moral, c'est ultra précieux. Parce que y a énormément de trucs qui se passent pas à l'écrit, l'employeur n'est pas forcément débile. Alors tu as toujours des dossiers hors normes, là, comme celui que j'ai plaidé ce matin, où tu as des textos de malades avec un employeur qui demande à ma cliente si pour 1 000 €, elle peut lui envoyer une photo de son anus, mais c'est rare. Effectivement, c'est un concept assez bizarre quand même. Wow. Donc voilà, et quand je dis l'écrit, en fait, ça va être évidemment potentiellement des alertes à ta hiérarchie, mais aussi t'es pas obligé d'avoir que des communications avec ton agresseur. Ça peut être avec tes collègues, par exemple, une femme qui se prend une main aux fesses dans l'ascenseur, si elle n'était pas seule dans l'ascenseur, elle peut écrire à sa collègue « T'as vu ce porc, j'en peux plus » et la collègue va dire « Ouais, j'ai vu, c'est dégueulasse, je suis désolée pour toi ». T'as aussi la réunion où tu te fais humilier. Après, t'envoies un texto à des collègues qui étaient présents en disant je suis hyper mal, c'était super dur. Et là, t'as des écrits et ça, on peut les produire ensuite. Et en fait, on va rarement en justice.
on transige quand même, chez nous, 85% des dossiers. On va peu au prud'homme, mais en fait, tu peux avoir une bonne négo ou une solution RH que si tu es prêt à aller au contentieux et que tu montres que tu as un dossier. Ça amène une petite question. Comment on fait justement, parce qu'aujourd'hui, donc, on a des comptes effectivement qui vont aller apprendre effectivement aux employés comment ils peuvent faire pour se défendre. Mais est-ce que quand on arrive dans une société, comment on peut faire pour que justement on sache tous nos droits à ce moment-là et qu'on ne sache pas ça 6 mois après ou quand c'est trop tard? Bah, tu peux acheter mon bouquin. Avec grand plaisir. Et sinon, on peut boire une bière et je t'explique d'autres trucs après. Mais oui, et puis bon, c'est vrai que j'ai essayé dans les lives qui sont accessibles, gratuits. Puis j'ai fait un podcast aussi qui s'appelle Vos droits au travail sur la négo de départ pour aider les salariés avec des petits épisodes de 5 minutes. C'est des petits trucs très pratiques parce qu'en fait, tu as vachement accès à de la data juridique, donc le code du travail et tout, évidemment, voilà. Mais c'est indigeste et ça donne pas ce côté pragmatique et réflexe précontentieux. Et c'est ça qu'il faut travailler quand tu es salarié, qu'il faut avoir en tête. Et je trouve que ça devrait être appris à l'école à tous les futurs salariés. Parce que les gens arrivent dans le monde du travail pas du tout armés juridiquement. Et d'ailleurs, pas que juridiquement, hein, quand tu vois, il y a aussi des problèmes d'apprendre le savoir-être en entreprise, etc. La politique d'entreprise, c'est des trucs qui s'acquièrent avec les années. Mais le droit du travail, non. Ça s'acquiert pas parce que t'en as besoin juste quand t'as un problème. Et parfois, les gens viennent me voir trop tard. Et c'est vrai, hein, avec Félix, on voit tous les jours des gens à qui on dit, bah là, vous êtes déjà viré, on vous a coupé tous vos accès, ça va être compliqué de constituer un dossier. Et en fait, on n'a pas de preuves, donc on peut pas aller contester le licenciement. Tu vois. Ouais, non, c'est sûr. C'est hyper important parce que ces petits conseils pratiques, c'est plus compliqué de les retrouver sur Internet. Il y a un truc qui est bien fait vraiment sur le fond. Alors, c'est hyper aride quand tu ouvres Légifrance et que tu vas sur le code du travail. Il y a des articles à 4 chiffres, des tirets, ça part dans tous les sens. C'est un peu le bazar. Le site des services publics est bien fait. Ah oui, très bien. Hyper bien, faut le reconnaître et faut le dire. Code du travail numérique. Tapez code du travail numérique sur Google. Et même une question un peu toute simple sur Google. Allez sur la page du servicepublic.fr. C'est ce qu'il y a de plus fiable. C'est fiable et c'est présenté de manière assez simple. C'est pas mal, ça mâche déjà pas mal de travail. Et puis après, effectivement, il y a tout cet apport un peu pratique qui malheureusement figure pas sur le site servicepublic.fr, mais qui est hyper important. Ouais. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on a quelques questions qui vont permettre justement d'avoir des réponses que pas tout le monde ont. Et la première question, c'est assez cocasse. C'est une personne qui a été autorisée à partir, à déménager parce qu'il n'en pouvait plus de la région parisienne, bizarrement. Et il a été autorisé. En revanche, l'augmentation du temps de télétravail n'a pas été augmentée. Ce qui fait que du coup, il va devoir payer plus cher pour venir sur Paris. Donc il arrive à un abonnement qui coûte 350 € par mois. Et la question qui vient, c'est est-ce qu'il bénéficie toujours de 50% du pass pour venir, je vais dire une bêtise, de Marseille à Paris? Alors c'est une question assez technique à laquelle j'ai pas de réponse hyper claire là tout de suite sans regarder. Moi, il me semble que l'employeur, il a une obligation de prendre en charge tes transports, mais après, je sais pas comment a été contractualisé le déménagement, s'il est bien dit que le salarié réside là et qui se rend tous les jours au siège. Faudra avoir un peu plus de détails pour qu'on puisse se prononcer, malheureusement. Ça dépend de comment les choses sont contractualisées, je pense. Bah effectivement, l'information supplémentaire, c'était qu'il a voulu déménager, donc c'était pas l'employeur qui lui a dit tu pars. Donc c'est de son propre fait. Et justement, derrière, la question est posée de savoir s'il pouvait se faire rembourser ou pas. Mais effectivement, c'est compliqué. Parce que moi, je pense que cette personne, elle passe d'un abonnement Navigo à 75,20 € par mois 350 balles par mois. 350 balles par mois d'abonnement SNCF pour faire des allers-retours. Je crois il me semble que j'ai vu passer un jurisprudence là-dessus récemment, mais malheureusement, c'est difficile de répondre. Et puis alors, il y a aussi un élément. Est-ce qu'il y a une convention collective ? Est-ce que par accord collectif d'entreprise qui porte sur le télétravail, ça fait aussi partie des réflexes dans ce type de questions toujours un petit peu bizarre. Et les salariés ne le savent pas souvent aussi. Hein, où chercher l'info. Et s'ils ont un accord collectif d'entreprise,
sur ce sujet précis. Et là, du coup, sur ce type de questions, ça serait un peu le premier réflexe de notre côté, ça serait d'aller voir ce qui est marqué là-dedans. D'aller voir ce qui se passe et donc d'aller demander peut-être aux délégués du personnel quelles sont les réglementations internes sur les transports. Parce que quand on est face au droit du travail et qu'on a une question juridique en droit du travail, quelque chose qui est assez fou, c'est vrai dans d'autres domaines du droit, mais en particulier en droit du travail, c'est qu'on a une pile de normes qui s'accumulent et on ne sait jamais à quelle norme il faut se référer. Il y a le code du travail, auquel est soumis la Constitution, mais bon, on s'en fiche. Il y a le code du travail, des conventions collectives. Je pense que je suis même pas sûr que tous les gens qui vont nous écouter savent exactement ce qu'est une convention collective. Moi-même, je suis pas très bien certain de savoir ce que c'est. Il va y avoir des accords collectifs d'entreprise, des accords de branche. Moi, j'entends ça à la télé, les accords de branche. C'est quoi une branche? Aucune idée. Et ensuite, il y a le contrat de travail. Face à tout ça, c'est quoi un peu? Est-ce qu'il y a une clé un peu pour essayer de décoder dans quel texte est-ce que je vais regarder quand je cherche une réponse à une question? Alors là, c'est hyper intéressant et c'est hyper compliqué, malheureusement. Évidemment. Il y a dans le Code du travail des règles d'articulation entre ces différentes normes. Le Code du travail, il est fait, lui, de manière... Jusque-là, ça va. Mais dans le Code du travail, très souvent, tu as une partie qui est de l'ordre public, qui est une partie avec... quand on dit ordre public, ça veut dire que tu ne peux pas y déroger en mettant une disposition contraire dans ton contrat de travail ou dans ta convention collective. Et si on parle des conventions collectives, les conventions collectives, il y en a plusieurs. Il y a celles qui sont conclues au niveau national et interprofessionnel. Donc là, ça concerne vraiment tout le monde. Il y a celles qui sont conclues ce qu'on appelle au niveau de la branche. Donc là, c'est au niveau d'un secteur d'activité et d'un métier particulier. On va avoir la convention collective nationale de la banque, la convention collective nationale de la métallurgie. Et ensuite, à un niveau encore plus proche, on va avoir les accords collectifs d'entreprise. Alors on peut entre les deux avoir des accords collectifs de groupe quand on est une grosse entreprise, ça fait encore un niveau. Et le Code du travail, il prévoit qu'il y a toute une partie des règles applicables dans l'entreprise et aux relations entre les salariés et leur employeur qui est déterminée par les conventions collectives. Il y a un renvoi du législateur aux partenaires sociaux, donc d'un côté aux organisations syndicales et de l'autre aux organisations patronales, ou aux syndicats quand on est au niveau de l'entreprise et directement à l'employeur, à qui on va dire, sur tous ces aspects-là, vous allez définir à votre niveau quelles sont les règles applicables. Et là, il y a des règles assez compliquées, mais pour faire de l'hyper-simplification, sauf sur certains blocs, comme les salaires minima conventionnels et d'autres exemples comme ça, c'est souvent l'accord collectif d'entreprise, donc celui qui est le plus proche de toi en tant que salarié, qui s'applique. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Non, c'est très clair. Effectivement, pour conclure sur cette question-là, il n'y a pas une règle qui va dire que si même on déménage au fin fond de l'Europe, on peut se faire rembourser la moitié de son billet. C'est propre à chacun, propre à chaque entreprise, c'est ça, hein. Je suis pas sûre. Faudrait qu'on cherche. Honnêtement, j'ai pas la réponse là comme ça parce que c'est une réponse c'est une question qui est pas commune. Donc ça nécessite quand même qu'on regarde. Mais à mon avis, le premier réflexe, ça doit être regarder ta convention collective. Et puis, ta convention collective, si tu as un accord collectif, une convention collective, si tu as une charte de télétravail, voilà. Et puis, peut-être tout simplement poser la question par écrit en expliquant la difficulté. Et peut-être expliquer les raisons du déménagement. Peut-être que c'était aussi lié à l'ambiance de l'entreprise. Enfin, je sais pas, hein. C'est à voir. On a eu une autre question qui était assez intéressante, d'une membre de la communauté de NDFlex, qui est quelqu'un qui a quitté son travail par rupture conventionnelle et donc qui est, après la fin de son travail, en attente de son solde de tout compte, sa dernière fiche de paie de son solde de tout compte, et qui après la rupture de son contrat de travail, il se trouve que l'entreprise est mise en liquidation judiciaire. Donc concrètement, ça veut dire que l'entreprise fait faillite. Faillite, elle se retrouve à avoir son solde de tout compte qui doit être payé par le liquidateur judiciaire, qui est la personne qui s'occupe de gérer la faillite de la boîte, et donc de payer ce que la boîte doit, tous les gens à qui la boîte donne l'argent, en particulier les salariés. Cette personne, elle reçoit son solde de tout compte, sa dernière fiche de paye sur laquelle il manque les heures supplémentaires qu'elle a effectuées. Comment on fait? Comment elle fait pour avoir le paiement de ces heures supplémentaires? Alors, déjà, quand ta boîte est liquidée, donc tes créanciers prioritaires, donc c'est les salariés qui sont payés en premier.
Et ensuite, tu as aussi un truc qui s'appelle l'assurance garantie salaire qui va prendre en charge à hauteur d'un certain plafond si le liquidateur peut pas. Donc, tu es quasiment garanti d'avoir paiement. Okay. Sur les heures supplémentaires, tout dépend de si elles sont contestées, contestables, établies ou pas. Tu vois, si sur sa fiche de paye, il y avait noté heures supplémentaires tant et qu'elle les a pas dans son solde de tout compte, bah dans ces cas-là, elle peut faire une action en référé en mettant en cause le liquidateur et l'assurance garantie salaire. Pour avoir le paiement. Après, si par contre c'était des heures sup mais qu'il n'était pas vraiment prévu qu'elles soient payées, là ça va pas être un référé, donc ça va être une procédure au fond un peu plus compliquée. Okay. Pour prouver qu'elle a bien fait les heures supplémentaires, elle doit apporter une présomption de preuve d'avoir réalisé des heures sup. Okay. Et ça va être au liquidateur de prouver qu'elle n'a pas fait les heures sup. Ok, voilà. Donc ça va. C'est au niveau de la charge de la preuve, tu vois, c'est quand même plutôt favorable aux salariés sur les heures sup. Tu peux peut-être détailler cette histoire de présomption parce que ouais, présomption, tout le monde n'est pas très familier avec ça. Présomption, ça veut dire un commencement de preuve. C'est-à-dire que le salarié doit dire, voilà, par exemple, présomption de preuve, la jurisprudence a admis que c'était un agenda d'un salarié avec ses horaires, tu vois. Ou nous, ce qu'on apporte souvent comme présomption de preuve, parce qu'on fait beaucoup de demandes de paiement d'heures supplémentaires, parce que notre sport favori, c'est de faire sauter les clauses de forfait jour. Il y en a pas mal qui sont pas applicables. Et donc, on va faire des tableaux Excel avec premier mail envoyé, dernier mail envoyé. Ça te permet d'avoir une amplitude de travail moyenne et demander le paiement des heures sup, tout ce qui va au-dessus de 35 heures, avec une majoration de 25% pour les 5 premières et ensuite de 50%. Donc, ça peut être super intéressant. Ah oui. Et c'est généralement un gros levier de négo. Très bien. J'ai une question qui va juste d'arriver, qui est assez exceptionnelle. Qui a l'air de te faire bien marrer. Absolument, que je la ramène maintenant. Je vais la lire littéralement comme elle est écrite. Coucou NTFlex. Bonjour. Coucou à toi. Le code du travail m'autorise-t-il à brûler le scout de mon ancien maître de stage qui avait un nom de dictateur yougoslave, on a rien contre vous, et qui me disait que je m'habillais comme un clown et qu'il avait l'impression de bosser avec un tocard. C'était il y a 5 ans. Est-ce qu'il a prescription? La question est incroyable, je tiens à le préciser quand même. Est-ce qu'il a brûlé le scout ou pas? Bah, au moins la politesse du bonhomme. Enfin, je veux dire, il demande la permission avant. Enfin, il demande si c'est légal. Brûler le scout, c'est du pénal, hein, donc ça, c'est jamais, never. Ensuite, le délai de prescription sur un harcèlement, c'est 6 ans ou 5 ans au pénal ou au civil. Donc c'est presque prescrit. Mais donc, faut y aller, pénal ou civil. Mais tout dépend de ce qu'il a comme preuve. Comme élément, c'est toujours pareil. Hein. Dans les dossiers de harcèlement, le sujet, c'est la preuve. C'est le nerf de la guerre. Et souvent, 5 ans après, t'as plus grand-chose. Ouais. Puis t'as plus vraiment de gens qui vont témoigner. J'imagine que c'est comme pour prouver un harcèlement, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure sur la présomption. Il faut prouver avec un commencement de preuve. C'est ça, exactement. Des éléments pour montrer que il y a peut-être eu un harcèlement. Et ensuite, ça va être à l'employeur de prouver que non, il n'y a pas eu harcèlement. Exactement. Ok. Ça, c'est quand même vachement favorable. Tu serais pas un peu juriste? Je te rappelle que j'ai eu 15 à mon partiel de droit du travail en L3 et c'était il y a 2015, je crois, 2015. On a pas mal parlé de pré-contentieux, de ce qu'il pouvait y avoir avant un contentieux, mais tant qu'on est dans la situation où là, c'est plus possible, il faut demander réparation en justice devant son employeur. Quand on a un conflit dans la société avec quelqu'un, on va devant un tribunal judiciaire, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, mais il se trouve que pour les conflits, quand on a un conflit avec son employeur et un salarié, on va devant une juridiction spécifique qui s'appelle le Conseil des prud'hommes. Ça, a priori, tout le monde le sait, mais c'est une juridiction qui fonctionne de manière un peu particulière. Peut-être tu veux expliquer un peu comment ça fonctionne? Alors, moi, à la fois, je l'adore parce que ça fait longtemps que j'y vais. J'ai beaucoup de souvenirs et parfois, je le déteste parce que c'est insupportable. Mais grosso modo, en fait, donc, tu commences par faire une requête. Alors, il faut savoir que notre gouvernement actuel a quand même vraiment réduit les délais les délais pour agir, les prescriptions. C'est pas voilà. vrai. Donc maintenant, les prescriptions, tu vois, à la fin de ton contrat de travail, tu n'as plus qu'un an pour contester. Pour une victime de harcèlement moral ou sexuel, c'est court. Parce que le temps de te remettre, tout ça, puis d'aller saisir un avocat. Voilà, un an, ça passe très vite, trop vite.
Donc une fois que tu as déposé ta requête, Macron a quand même augmenté le formalisme pour déposer la requête, parce que c'est une juridiction devant laquelle tu es censé pouvoir te défendre seul. Mais maintenant, il y a quand même un formalisme obligatoire qui est assez important, et puis ça reste une matière qui est très technique. Alors c'est la plus belle matière du droit, hein, pardon, mais c'est politique, sociétale. Attends, parce que la réglementation bancaire, moi je fais de la réglementation bancaire et c'est quand même vachement bien aussi. Ça a l'air passionnant. C'est vraiment passionnant comme ça. Le prochain podcast, ce sera sur les BAL 3, sur la réglementation macroprudentielle des établissements de crédit. On t'écoutera avec grand intérêt. Et donc voilà, donc t'es censé pouvoir y aller seul, mais en vrai, c'est très compliqué. Alors, tu peux y aller avec un délégué syndical, un de tes ascendants peut te représenter ou ton conjoint. Ensuite, c'est en plusieurs étapes. Alors, faut savoir quand même que t'es pas jugé par un magistrat professionnel devant un conseil de prud'homme. C'est donc 2 conseillers salariés, représentants des salariés, donc syndicaux, souvent élus, et 2 employeurs qui te jugent. Donc c'est paritaire. Alors le problème, c'est que le droit du travail, comme je viens de le dire, c'est quand même technique. Et donc on a 4 non-juristes qui jugent un truc technique. Donc ça peut être un peu compliqué. Ensuite, tu commences par avoir ce qu'on appelle un bureau de conciliation et d'orientation, qui est censé être une étape en fait pour essayer de trouver un accord. En réalité, ça se passe devant 2 conseillers. Personne va essayer de dire qu'il veut aller chercher un accord devant ceux qui vont les juger dans pas très longtemps. Ouais. Donc soit tu trouves un accord en amont et le bureau de conciliation, ça te permet, de grave défiscaliser et d'éviter un différé d'indemnisation Pôle emploi. Donc ça, c'est important à savoir. Sinon, c'est souvent, toi t'en as eu un ce matin, un truc où on donne des dates de communication, de pièces et de conclusion et une date d'audience. Donc souvent, il ne se passe pas grand-chose en bureau de conciliation et d'orientation. Et ensuite, tu as l'audience de jugement, ça s'appelle le bureau de jugement, où là, tu plaides devant 2 conseillers salariés, 2 conseillers employeurs. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, tu as un magistrat professionnel qui va venir et les départager. Ça s'appelle le départage. Là, j'en ai eu un ce matin. Donc, il y avait quand même 2 conseillers qui étaient présents et le juge des parties. C'est-à-dire que c'est une autre audience. C'est une autre audience de première instance. Alors, t'imagines les délais. Ouais. On a déjà des délais de justice délirants sur Par exemple, la justice sociale. Pour donner un ordre d'idée, c'est quoi le plus long que tu aies vu? 7 ans. 7 ans pour avoir une décision en première instance? Ah non, pas en première instance, ah oui, non. avec l'appel. Mais avec l'appel. Enfin, même avec mais l'appel, en première instance, quand tu as un départage qui peut mettre énormément de temps, tu vois là, si tu le déposes à Nanterre en ce moment, donc Nanterre, c'est là où il y a toute la défense et tout, les grosses boîtes, c'est 45 mois pour avoir une date d'audience. 45 mois. Ouais, c'est énorme. Vache. Ça fait beaucoup d'années. Là, à Boulogne, j'ai fait une saisine, bureau de conciliation. Au début, je me dis, ça va super vite, 16 octobre. Ah, mais c'était 2023, en fait. Ah ouais. C'est compliqué. Alors, faut pas lâcher, hein. Faut attaquer l'État en responsabilité de la justice pour des délais anormaux. Parce que, tu vois, pour des salariés en poste, ça peut être dramatique. Ouais, on peut, il faut le faire. Et faut demander une indemnisation. Peut-être qu'à force de tous le faire, l'État va réagir et qu'on aura des délais, des délais plus courts et plus de moyens pour notre justice sociale qui va mal. Le problème aussi, c'est que, alors je dis beaucoup qu'il y a des problèmes avec les conseils de prud'homme, hein, mais je les adore. Si vous m'écoutez, je vous aime. Et je sais que c'est pas facile pour vous. Mais tu as aussi une grande défiance par rapport à ces décisions de première instance, parce que tu as un taux de réformation en appel qui est hallucinant. C'est le plus élevé, c'est la matière dans laquelle tu as le plus de probabilité d'avoir un arrêt différent de ton jugement de première instance. Donc en fait, quelle que soit la décision, tout le monde va en appel. Donc ça rallonge aussi. J'imagine que c'est une décision où il y a aussi le plus fort taux d'appel. Bah du coup oui. Parce que tout le monde y va. Parce que tu sais que la sécurité juridique des décisions de première instance n'est pas bonne. Ok. Donc, et tu reprends un ticket pour 1 an et demi. Et ça, c'est automatique, quoi qu'il arrive. Bah, non, pas automatique, mais moi je dis souvent à mes clients que conseil de prud'homme, voilà, on essaye, mais que la vraie bataille, c'est l'appel. C'est la cour d'appel. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui justifie ça en fait? Où est le manquement justement là-dessus? Bah pour moi, un des problèmes, c'est que dès le début, ça serait bien d'avoir un magistrat professionnel en première instance qui est spécialiste du droit du travail et qui juge techniquement nos dossiers.
même si je comprends parfaitement et philosophiquement l'intérêt d'être jugé par des représentants du monde du travail et qui ne sont pas déconnectés de l'entreprise, tout ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais tu vois, comme on a un juge départiteur, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, comme pour toutes les affaires de sécurité sociale, des représentants des salariés, des représentants de l'employeur et un magistrat professionnel avec eux? Ça pourrait être une bonne solution, je pense. Ouais, parce que il y a quand même vraiment un intérêt à avoir deux personnes qui connaissent le monde de l'entreprise et qui viennent juger ton dossier. Ouais. C'est important parce que tu as du coup des gens qui ont eux-mêmes été employeurs et des gens qui ont été dans la même situation que toi quand tu es salarié, que tu vas demander quelque chose au prud'homme et qui sont passés. C'est intéressant, ils ont quand même souvent une bonne expérience professionnelle. Alors ils ont une formation aussi. J'imagine que on débarque pas comme ça. Par exemple, moi je suis salarié, je peux me retrouver demain matin à être conseiller prud'homal. Non, il y a une formation, mais à mon sens, elle est insuffisante. Ouais. C'est dur. Et puis c'est une matière qui est technique, on la pratique tous les jours depuis plusieurs années et c'est toujours pas répondre à tout. Il y a même des trucs que vous savez pas. On vient de se faire sécher. mais pour répondre à ta question initiale, plus de moyens aussi. Ouais, bah bien sûr. Plus de greffiers, plus de conseillers. Si tu augmentes les audiences, si tu augmentes le personnel de justice, si tu augmentes leurs conditions de travail, tu te retrouves avec des délais bien moins importants. Et au fond, ce qui serait peut-être idéal, ce serait c'est pour moi une affaire, un contentieux idéal, c'est un contentieux qui n'a pas besoin d'aller devant un juge. L'idéal, ce serait peut-être même qu'il y ait, je vais dire n'importe quoi, mais un corps administratif qui pourrait être chargé de contrôler le respect du droit du travail dans les entreprises. Par exemple, ça me paraît assez fou qu'on n'ait pas inventé un truc comme ça, quoi. Mais tu es en train de parler de l'inspection du travail. La quoi? L'inspection du travail. C'est quoi? C'est... Jamais entendu parler, tu connais? Je crois que c'est un livre de science-fiction. Qu'est-ce que c'est l'inspection du travail, Élise? Alors, l'inspection du travail, c'est un corps administratif qui est en charge de contrôler les conditions de travail des salariés, qui a certaines attributions, donc qui peut avoir des pouvoirs d'enquête, qui peut intervenir dans les entreprises, qui manque cruellement de moyens, et qui va aussi être saisi quand tu as un salarié protégé qui est embêté. Là, il y a pas longtemps. Un salarié protégé, c'est un salarié qui est élu, tu vois, qui est au CSE, qui est syndicaliste ou autre. Donc là, il n'y a pas longtemps, je suis allée devant l'inspection du travail pour défendre une salariée protégée. Et franchement, ils font un super boulot. Mais ils sont en sous-effectif de malades et ils n'ont pas le temps de tout faire. Donc c'est compliqué, mais vous pouvez les saisir de façon anonyme, pas anonyme. Ils peuvent vraiment vous aider, ça peut être de super relais, mais ça dépend des endroits, ça dépend des inspecteurs, de leur charge de travail. Région parisienne, Hauts-de-Seine, ça peut être assez bouché, mais faut tenter. Puis t'as le défenseur des droits aussi. Défenseur des droits, carrément? Ouais, le défenseur des droits qui est compétent en matière de harcèlement et de discrimination. D'accord. Donc il faut pas hésiter à le saisir. Ils instruisent, ils ont des pouvoirs aussi, ils peuvent aller demander des pièces que nous on peut pas demander quand on est avocat. Donc nous on aime bien travailler avec l'inspection du travail ou le défenseur des droits, mais c'est vrai qu'il faut leur donner un peu de moyens, quoi. Et donc cette fameuse inspection du travail dont on parlait tant, donc donc j'ai l'impression que c'est un corps administratif qui a beaucoup de pouvoirs. Oui. Un pouvoir d'enquête, ça veut dire qu'ils peuvent c'est quelqu'un qui peut débarquer dans les bureaux, dire bonjour, je suis l'inspection du travail, voilà mon badge, ouvrez-moi un ordinateur, je voudrais lire vos mails. Ouais. C'est quelqu'un qui peut faire ça. Ouais, il a un pouvoir de police là-dessus. Ok, c'est génial. Ils peuvent faire ça. Ils peuvent arriver dans le bureau tranquillement. Franchement, ce serait génial qu'on ait ça, parce que personnellement, j'en ai jamais vu. T'as déjà vu un inspecteur du travail? Tu peux avoir des saisines, mais ça arrive, hein. Alors, par exemple, moi je suis salarié à Paris, si j'ai un conflit avec mon employeur, tu l'appelles. Je peux contacter l'inspection du travail. Il y a une chance sur 2000 qu'on me réponde et que ça bouge sur quelque chose. Quand même. La driette. Non, mais je te donnerai des coordonnées. D'accord, ça marche. Il faut le 06 direct dans l'inspecteur du travail. C'est vrai. Tu passes pas par le standard. Tu n'appuies pas sur 1, 2, 3. Ils font un super boulot. On va passer sur une question aussi que je trouve pertinente. Je veux un peu le scénario. On a des personnes qui viennent d'être diplômées, qui ont des stages, mais qui n'ont pas une expérience phénoménale, donc qui n'ont pas non plus des compétences phénoménales. Sauf que, il se trouve qu'ils ont des jobs avec un contrat qui stipule des clauses de non-concurrence. Et la question qui est,
elles peuvent être abusives. Effectivement, vous n'avez pas de compétences, vous êtes là pour apprendre, et admettons, je sais pas, vous partez d'ici 6 mois parce que ça ne vous plaît pas, vous ne pouvez pas signer dans d'autres sociétés qui sont pareilles. Est-ce qu'il n'y a pas une méthode pour justement bypasser ça? Ça c'est pour Félix parce qu'il a 2 dossiers de clause de non-concurrence parfait, en ce moment. J'en ai des pas mal. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est les seuls dossiers, un des seuls dossiers où tu peux te retrouver dans la situation inverse, où c'est un employeur qui va saisir le conseil des prud'hommes contre un salarié. La vaste majorité des cas, c'est quand même le salarié qui saisit le conseil des prud'hommes. Et là, tu peux te retrouver, moi, c'est le cas récemment, avec une entreprise qui avait mis une clause de non-concurrence dans un contrat de travail, qui, lorsque la salariée a démissionné, ne l'a pas levée, donc a décidé que cette clause, elle devait s'appliquer après la rupture du contrat de travail. Cette salariée est allée et s'est fait embaucher par une autre société, et eux considèrent que du coup c'était une violation de sa clause de non-concurrence, que l'autre société qui l'a embauchée était dans une situation concurrentielle, et donc du coup ils lui demandent de rembourser tout ce qu'on a dû verser. Ça me permet de faire une transition avec les conditions pour que ta clause de non-concurrence soit valable. Il y a plusieurs conditions. La première, c'est qu'il faut qu'elle soit nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour la faire très simple, tu as un arrêt que tu dois te rappeler de ton cours de L3, qui est celui des laveurs de vitres. Bien sûr. Voilà. 15 sur 20, Non, mais c'était sur un autre sujet, mon exemple. Qui te dit en gros que mettre une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d'une personne dont le métier c'est de laver des vitres et d'entretenir tout ça, et du coup l'empêcher d'aller laver des carreaux pour une autre entreprise, on peut légitimement penser qu'il n'y a pas un intérêt fou pour l'entreprise à interdire à cette personne-là à restreindre sa liberté de travail, parce que c'est ça derrière la clause de non-concurrence, c'est que tu viens restreindre la liberté d'un salarié d'aller travailler ailleurs. Et on se dit, contrairement à ton directeur de la recherche qui pourrait partir dans une autre entreprise avec un savoir, des techniques, des éléments très importants, où là tu as un intérêt légitime à protéger ton entreprise, dans cette situation-là tu l'as beaucoup moins. Ça c'est le premier élément, et puis il faut aussi que ta clause de non-concurrence elle soit suffisamment précise, qu'elle définisse le secteur qui t'est interdit, vers lequel il t'est interdit d'aller, et puis 2 autres éléments, il faut qu'elle soit limitée dans le temps et dans l'espace. On ne peut pas dire qu'elle s'applique ad vitam aeternam pour toi et dans le monde entier, exactement. Et dernier élément, il faut qu'elle donne lieu à une contrepartie financière. Donc il faut que pendant toute la durée d'application de la clause, généralement c'est souvent ce qu'on voit, c'est 6 mois, 12 mois, il faut que tu perçoives une partie de ton ancien salaire, ça peut être un tiers, 50% de ton ancien REM. C'est souvent 30%. Ouais. Pendant toute cette période où en gros tu es restreint dans ta liberté d'aller travailler ailleurs. Et j'imagine qu'il faut que cette compensation financière elle soit pas considérée comme trop faible. Exactement. Sinon ça prive la clause de validité. Voilà, et tu as tout un arbitrage qui se fait au cas par cas en fonction du salarié, en fonction de ses tâches, pour savoir si est-ce que dans son cas 20-30% c'était dérisoire, est-ce qu'il aurait fallu que ça soit plus, et ça me permet aussi de rebondir, allez voir vos conventions collectives. Allez voir la convention collective de branche qui vous est applicable, parce que souvent, là aussi, il y a des règles qui sont définies en disant que ta clause de non-concurrence, elle ne peut pas être d'une durée supérieure à 12 mois. Donc, si tu vois ça dans ta dans ta convention collective et que ton contrat de travail dit 24 mois, ça tombe tout de suite. Il faut bien comprendre. Donc, tu parles d'un tiers ou je ne sais plus, 30%, ce qui est un tiers littéralement. Admettons, donc, je travaille dans un cabinet d'avocats, très bien, et ensuite je travaille juste après, je vais être footballeur. Je sais pas, j'ai une grosse bêtise. Je vais toucher pendant 1 an ces 30%, ou c'est vraiment si je ne travaille pas? Tu vas les toucher. Ouais. Sauf si ta boîte décide de lever la clause, et elle peut le faire souvent unilatéralement. D'accord. Donc la petite Maline, faut pas trop lui dire que tu vas devenir footballeur en fait. Ok. Tu vois, faut lui faire croire que tu vas dans un autre cabinet d'avocats. Alors les cabinets d'avocats, les avocats sont principalement des libéraux, donc ça marche pas trop. Oui, mais bon, effectivement, on le sait, c'est bon. Mais ouais, souvent ils ont un délai au moment où le contrat est rompu pour décider de lever la clause et du coup ne pas l'appliquer. Une autre question assez intéressante qu'on a reçue, et j'ai beaucoup aimé le mail qu'on a reçu, parce que vraiment la première phrase du mail c'était « En France, est-il possible de licencier un salarié sans motif ?» Bon, moi-même j'ai la réponse à cette question, en tout cas je suppose que j'ai la bonne réponse à cette question. Et le mail continuait et disait
la personne disait qu'elle avait entendu beaucoup de choses sur la loi El Khomri et sur les différentes ordonnances de Macron en 2017, sur le fait que ça avait beaucoup simplifié apparemment le licenciement pour motif économique. Tout à fait. Et donc la question, donc, je vais supposer que c'est pas quelqu'un qui est comme moi en licence de droit en train de faire un cas pratique de droit du travail, tu sais, genre, on va imaginer que ça lui arrive vraiment, cette personne s'est fait licencier pour motif économique et manifestement estime que la boîte n'a pas de motif économique en particulier, quoi. Alors, ouais, c'est vrai que... Est-ce qu'il y a une manière d'apprécier le... Ouais, il y a une manière différente maintenant économique. d'apprécier le motif économique. Si tu veux, avant, on allait regarder déjà pour le reclassement et pour les difficultés économiques aux bornes du groupe, ce qui était assez logique, tu vois. Là maintenant, grosso modo, on regarde qu'au niveau de la France. Donc, si tu veux faire crever artificiellement ta filiale France, il y aura un motif économique si tu as une baisse de chiffre d'affaires, par exemple, ou si tu n'as plus d'activité, alors que le groupe va super bien, qu'on aurait pu te reclasser ailleurs dans le groupe. Voilà, donc c'est ça que ça a changé. Donc c'est plus facile. Après, il y a d'autres moyens d'attaquer ça. Là, tu es en plein dedans, Félix, là, sur un dossier. Ouais, c'est ça. Depuis tu es limité au territoire français et tu peux te retrouver avec ce qu'Élise décrivait, donc des sociétés qui se disent, en fait, moi, ma filiale en France, j'en veux plus vraiment. Je veux aller à Dublin, moi. Ouais. Dublin, je sais pas pourquoi, mais ça m'attire pas mal. L'Irlande, c'est cool. C'est vert, il y a des bières. Il y a des très beaux parcs à Dublin. Et je suis là en plus, donc n'hésitez pas à venir à Dublin. Je vous déconseille Dublin pour la nourriture, parce que Adam nous envoie fréquemment des photos des plats, des plats qu'il mange là-bas, et vraiment c'est... Alors, les fichiers et chiffres sont très très bons. Ouais, mais ça tourne quand même beaucoup autour de la patate. Alors moi j'ai une passion pour les frites, ceci dit, mais donc je pense que l'Irlande c'est fait mais tu vois, je sais pas comment ils se débrouillent, mais ils nous envoient, en fait, à chaque fois ils nous envoient des photos d'aliments qui ont la mauvaise couleur. Par exemple, ils auraient pu nous envoyer des photos de frites vertes. C'est déjà arrivé. Ils nous disent c'est des frites, donc c'est pas des frites. C'est des courgettes. Non, c'est des frites de pommes de terre. Merci, vraiment merci Elise de me défendre là-dessus parce que... Bref, c'est incroyable, merci. Je veux tuer ma filiale en France et l'installer en Irlande pour des raisons pas du tout fiscales. Non, pas du tout. C'est pas du tout mon intention. Mais bref, et je me dis, en France c'est quand même compliqué parce que il faut que je démontre des difficultés économiques. C'est pas suffisant de dire je vais réorganiser mon entreprise et je vais supprimer les postes. C'est pas suffisant pour que ça justifie ton licenciement. Il faut que tu démontres que tu avais soit des difficultés économiques en France, soit que ce que tu vas faire est nécessaire à sauvegarder la compétitivité de ton entreprise en France. Ça c'est plus ambigu. Là-dessus, généralement, tu peux dire plus de choses. Mais vraiment sur ces difficultés économiques, la tentation, ça peut être par différentes décisions de ta société mère, donc la société qui chapeaute le groupe, de dire en fait on va répartir les clients autrement, on va prendre des décisions qui vont affecter la santé économique de la filiale en France et qui vont faire que tu vas avoir des difficultés économiques qui vont arriver. Et ça, on essaye de le combattre. On essaye de le combattre en allant chercher la responsabilité de la société mère. Délictuelle, du coup. On va... en disant qu'elle a volontairement organisé la dégradation de la situation économique de sa filiale pour pouvoir justifier artificiellement d'un licenciement et d'un motif économique en France. C'est pas ce qu'il y a de plus évident. Non, c'est pas ça. C'est la question que j'avais posée. Combien de temps ça prend ? Alors... Non, parce que c'est ça. Je pense que ça peut prendre, effectivement, remonter admettons, dans une boîte qui licencie en France jusqu'au siège aux États-Unis. Je pense que ça prend. Ça prend du temps. Alors, tu les attrais dans ta même audience, tu les assignes tes sociétés étrangères devant le conseil de prud'homme. Tu l'as fait ce matin, ça. Ouais, je l'ai déposé ce matin. Bravo. Voilà, où tu conjointement déposes une requête contre ton employeur en France et la société mère qui dirige le groupe. Parce que t'estimes que toutes les décisions qu'elles ont prises en fait ont créé les difficultés artificiellement en France. Au prud'homme, tout ça. Au prud'homme, tout ça. Mais oui, la nouvelle réglementation facilite pas effectivement notre travail quand il s'agit de contester un licenciement éco. J'ai l'impression que globalement, la réglementation, le droit du travail va pas trop dans le sens des salariés. Je me trompe ? J'ai l'impression que le mouvement
Et pas celui-ci, en tout cas, depuis quelques années. Est-ce que j'ai tort? Mais oui, tu as complètement tort. Quel sarcasme de cette question. C'est d'un Vraiment, mauvais esprit. de mauvais esprit, Adrien, je comprends pas. C'est entre ouais, l'inspection du travail et ça, vraiment. Non, en vrai, ça va vraiment pas très bien. Ouais. C'est pas la fête. Déjà, le barème Macron, qui plafonne le montant des indemnités en fonction de ton ancienneté, ça sort du scope de la justice sociale, les startups et les boîtes à fort turnover, parce qu'en fait, ça veut dire que tu peux licencier un salarié qui a peu d'ancienneté, que ça te coûtera que dalle. Alors qu'avant, tu avais une condamnation minimum de 6 mois de salaire au bout de 2 ans d'ancienneté. Là, maintenant, à 2 ans, tu es entre 1 et 3 mois, quoi. Donc, c'est quand même pas génial. Oui. Et tu as les délais de prescription qui ont été divisés par 2. Donc, tu perds pas mal de contentieux. Le licenciement éco, voilà, c'est pas la teuf. Donc ouais, au global, compliqué. Je vais prendre un exemple, tant qu'on parle de ça, c'est une situation qui m'est arrivée il y a 2 ans. Je me suis fait virer en pleine période d'essai, non pas parce que j'étais nul, parce que c'est le Covid apparemment. Non, c'est pas pour ça, Adam. Ok, j'étais pas très bon, mais bref, la réponse est que ma RH à ce moment-là donc, me disait que dans tous les cas, il faut une justification. Même si elle est pas forcément crédible, il faut quand même que, même quand on est en période d'essai, il faut quand même que l'employeur marque une raison. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, ça c'est pas vrai. Tu n'as pas besoin de motiver la fin de la période d'essai. Ok, du coup, la formation n'était pas très bonne à ce moment-là. Ça m'est un peu revenu en tête. Bon, t'as pas besoin de la motiver, mais par contre, il faut pas qu'elle soit discriminatoire, voilà. ou là-dessus. Mais c'est compliqué à prouver après qu'elle est discriminatoire. Hyper difficile dans cette situation-là parce que il suffit d'invoquer, tu vois, des petites choses parce que t'es pas tenu par le motif de licenciement qui doit être réel et sérieux. Tu peux dire, il faisait trop de coquilles. Trop de cookies? Trop de coquilles. De coquilles. Ah, de coquilles. Du cookie, c'est bien en fait. Non, je me disais trop de cookies, c'est bizarre. On a tous un peu grossi et ça peut pas continuer comme ça. Tu pourrais, trop de cookies, tu pourrais aussi. La période d'essai, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais par contre, je mets fin à sa période d'essai parce qu'elle vient de m'annoncer sa grossesse. Là, ça marche pas, tu vois. Là, là, on est ok. Pourquoi? Ou on a pour 1 heure là. Si en fait elle vient de t'annoncer ta grossesse et que tu arrives à faire croire que c'est parce qu'elle fait trop de cookies, là tu peux être un petit peu embêté, mais le risque contentieux est quasiment nul, quoi. Donc personne n'y va. Et nous, si tu veux, on a quand même 85% d'issues amiables dans les dossiers. Parce que et parfois c'est compliqué pour la cause. Moi j'aimerais avoir plus d'audience. Déjà parce que j'aime bien ça, et ensuite parce que ça permet de faire avancer la jurisprudence sur certains sujets. Ouais. Mais en fait, si tu veux, comme les indemnisations sont basses pour les salariés, encadrées par le barème Macron, comme les entreprises maintenant ont souvent peur pour leur réputation, ça transige pas mal avec des grosses clauses de confidentialité. Et donc, en fait, on a de moins en moins de dossiers. Tu vois, nous, au cabinet, on va plaider que 15% de dossiers. Ce qui est rien. Et alors, on disait tout à l'heure en parlant du Conseil des prud'hommes, donc il y a une étape qui est la conciliation, où finalement il y a assez peu de dossiers qui se retrouvent en conciliation, mais toi, tu en as quand même 80% qui sont conciliés. Qui sont conciliés, alors ça peut être... avant d'introduire ça se fait avant d'arriver au prud'homme. Ça peut se faire avant d'arriver au prud'homme. Parfois, on fait une requête et ça permet d'ouvrir une discussion avec un avocat adverse qui va être saisi. Parce que c'est parfois plus difficile de discuter entre avocats. Il y a moins d'affect. Et puis, c'est plus technique comme discussion. Donc ça, c'est possible aussi. Donc parfois, on fait une requête pour provoquer une négociation aussi. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai pas mal d'entreprises qui ont très peur que les salariés parlent. Donc, ils veulent un peu mettre fin au truc très rapidement, notamment sur des faits de harcèlement sexuel. Mais tu vois, ça aboutit à des situations compliquées parce que, tu vois, dans une boîte, j'en suis à mon 4e dossier pour des faits de harcèlement moral et sexuel. Et en fait, le mec, il est toujours là. C'est le 4e dans la même boîte. C'est la même personne qui est... c'est la même personne. Ah oui. Ouais. Alors, ils font des gros chèques. Donc, c'est bien pour mes clients, mais ça m'agace. Puis en plus, ils se pavanent sur LinkedIn. Sur le management bienveillant, ça me rend dingue.
C'est vraiment un truc à l'américaine. Tu te retrouves dans la salle avec l'avocat adverse. Il tend une petite enveloppe sur laquelle il y a marqué, je sais pas, 15 000 euros. On n'est pas dans le sous non plus. J'exagère. Non, mais ça veut dire que l'entreprise paye 15 000 euros, je dis n'importe quoi, 15 000 euros aux salariés, et en échange, interdit de s'exprimer publiquement. C'est ça. Oui. Ça se fait vraiment. Ouais. Ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup. C'est l'essentiel de notre activité. Ah oui. Ok, bah écoutez, c'est assez joyeux. Je vais partir sur une question un peu plus simple, mais effectivement que je me suis retrouvé dedans aussi il y a maintenant de cela 10 ans quand même. Que signifie température acceptable sur le lieu de travail? Et je parle de moi aussi parce que je travaille dans un établissement qui font des burgers américains. Et c'est vrai que quand il faisait super chaud, on nous donnait des verres d'eau. Une clim qui était grande comme ça, on nous disait c'est bon, vous pouvez travailler. Effectivement, on se demandait c'est quoi une température acceptable? Bah alors, une température acceptable, honnêtement, je sais pas trop. Je pense que ça dépend des conditions, ça dépend de la météo extérieure, mais l'employeur, tu vois, les textes vont pas vraiment définir. Hein. Par exemple, sur une canicule, il n'y a rien qui prévoit spécifiquement ce que l'employeur doit faire, mettre à disposition. Il faut que ce soit supportable, mais ça va être analysé au cas par cas, in concreto en fait. Et l'employeur, il a son obligation de préserver la santé et sécurité de ses salariés. Donc en fait, ça va être jugé au travers de cette obligation-là. Mais il n'y a pas de texte qui te dise c'est 28 degrés max dans les locaux, en hiver, en hiver c'est plus de 18, tu vois, il y a rien qui définit. Après, tu peux avoir peut-être des accords d'entreprise, des trucs comme ça là-dessus. Ah, et puis il y avoir des accords d'entreprise sur la température des bureaux. Je sais pas, à ma connaissance, je sais pas. C'est quand même assez étrange sur le principe. Ouais, des règles internes aussi. Je pense que tu as un ouais. règlement qui peut préciser ce genre de choses-là. Et puis surtout, en tant que salarié, tu as un droit de retrait. C'est vrai. Si tu sens que tu vas être en danger, parce que ça fait 4 heures d'affilée que tu travailles à cuisiner des burgers et qui fait 47 degrés avec 90% de taux d'humidité, il y a un moment tu peux dire stop. Stop, ça devient dangereux, j'exerce mon droit de retrait et j'arrête de travailler dans ces conditions-là. Et ça, tu peux le faire et tu as aussi, c'est le bon moment aussi d'aller voir l'inspection du travail. On en parlait tout à l'heure, mais c'est typiquement un joli cas d'école. Mais il faut que tu motives ton droit de retrait. Il faut que tu fasses un écrit très motivé. Tu peux pas juste dire, parce que moi ça me tente. Hein. Je dis genre non, là il fait trop froid. Après, tant que tu il pleut dehors, je m'en vais. Le temps que tu vois l'inspecteur du travail, il aura fait le moins 15, mais ça c'est autre chose. Mais, non, mais c'est vrai, je trouvais que c'était une bonne question parce qu'on a déjà eu ça. Et la dernière question que je posais par rapport à ça, c'est le droit de retrait, ok, mais est-ce que l'employeur peut pas dire oui, bah t'es bien gentil, il fait 18 degrés, tu prends ton droit de retrait. Enfin, comment on peut juger si le droit de retrait est justifié ou pas, quoi? C'est les juges, c'est les conseillers prud'homaux qui vont apprécier. Donc c'est pour ça que toi, si tu fais un droit de retrait, tu as intérêt à avoir pas mal d'éléments qui prouvent que tu étais vraiment en danger et à le motiver dans un écrit, parce que l'employeur il pourrait le contester effectivement ton droit de retrait. Voilà, donc l'idée, mais de toute façon, en droit du travail, l'idée simple, c'est susciter l'écrit, un max de preuves et si de l'oral, des enregistrements. Très bien. Écoutez, c'est bien retenu. Jérémy, tu as ta réponse? Là, il faut toujours écrire les trucs. Moi, c'est le truc le plus important que je retiens de cette petite heure qu'on a passée ensemble. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci Élise, merci Félix. Merci à vous. Merci Adam d'être venu spécialement de Dublin pour aller à la DGFIP. Bon, je suis venu aussi parce que la nourriture est meilleure ici. Merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Pas en live, c'est dommage, on aurait bien aimé le faire en live. Franchement, j'aimerais bien qu'on le refasse et qu'on puisse le refaire en live, parce que c'était vachement intéressant. On a appris plein de choses. Enfin, même moi, j'ai appris des choses alors que j'avais eu 15 dans mon partiel de... Bon, j'avais 18, j'ai complètement tout oublié à partir de ce moment-là. Merci à tous. Merci au Magnétoscope, merci à Olivier, merci à toute l'équipe NDFlex, à la communauté NDFlex. À bientôt. Je sais pas si ce que je fais à la fin, ça va être un caméra, mais c'était génial.